Quelle la team rentable, bienvenue dans Business en bagnole jingle. Ok, salut, bienvenue, je suis content de te retrouver. Je suis encore pas en bagnole, je suis encore à l'hôtel et je fais encore business en bagnole, pas en bagnole. Eh bien c'est business pas en bagnole, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, du business, de la bourse, du trading, des finances. Bref, parlons d'argent, parlons de réussite, parlons d'entreprise. Et aujourd'hui, comme je te l'avais prévu, je vais te raconter l'histoire de la crise des subprimes en détail, en mode vulgarisé, en mode avec des mots qu'on comprend. Si tu n'as pas en prérequis écouté le podcast d'avant, où je te parle de titrisation et de ce qu'est la titrisation, bah, déjà écoute-le, parce que sinon tu ne vas pas comprendre certains des mécanismes dont on va parler aujourd'hui ensemble. Alors, je voudrais, je voudrais vraiment te parler de ce qui s'est passé donc dans la grande crise de 2009, la crise des subprimes, la crise de 2008, la crise de 2007, ça dépend, il y a tous les noms que tu veux, la crise de la dette. Et je voudrais te parler de l'enchaînement des événements. Alors déjà, disclaimer, tu vas me dire oui, alors c'est ok, alors est-ce qu'il va y en avoir une autre? Alors tu peux aussi écouter le podcast d'avant pour avoir ta réponse. Et puis tu vas me dire oui, alors ce qui a provoqué la crise, c'est ça. Alors il y a tout un tas d'éléments déclencheurs, il y a tout un tas de triggers finalement qui ont mené à la crise. Il y a tout un tas de négligences qui ont été faites, de normes, tu vas voir, qui ne sont plus les mêmes. Et forcément, bah oui, ça a joué sur le résultat final, boum, une crise. Mais il n'y a pas une raison à la crise et ça serait mentir de te dire que telle ou telle chose est dangereuse et telle ou telle chose conduit forcément à une crise. Ok. Donc ceci étant dit, on est intelligent et on comprend que le monde n'est pas binaire et que des fois, il y a un faisceau de choses qui se passent, comme d'ailleurs dans une réflexion patrimoniale, je te parle souvent du triangle de l'investissement, si tu es avec moi dans l'académie, salut la team. Voilà. Ok, donc c'est parti. Qu'est-ce qui se passe en 2009? Eh bien, il ne se passe absolument rien puisque ça commence mon histoire en 2000. Parce que c'est en 2000 en fait que la crise prend son essence aux États-Unis. Tu sais que tout est parti des États-Unis et ensuite il y a une contamination qui est mondiale. Et en effet, c'est le cas. Et la crise commence aux alentours des années 2000 aux États-Unis. Alors, si un économiste écoute, il va dire tu dis de la merde. Oui, en effet, la crise ne commence pas en tant que telle, en tant que oui, c'est la crise, mais en tout cas, l'histoire commence en 2000. Puisque, il faut que je te parle du contexte. L'an 2000, tout va plutôt bien, la croissance est plutôt OK, et on est dans une dynamique de taux, dans un contexte de taux bas. OK, donc tu sais que les taux, c'est vraiment quelque chose qui régule fortement l'économie. Un certain nombre de banques centrales, et là, dans le cas des États-Unis, la Fed, donc la Banque centrale américaine, publie des taux et c'est sur ces taux-là que sont calqués un très certain nombre de choses, notamment toute l'économie, tout simplement. À quel taux empruntent les banques, à quel taux se prêtent les banques entre elles et par voie de vases communicants, à quel taux les banques prêtent à leurs clients et ainsi de suite, parce que forcément, au milieu, elles essayent de gagner de l'argent. Donc les taux sont bas, on est à peu près sur des taux qui baissent en fait. Entre 2000 et 2003, les taux baissent pour arriver jusqu'à 1% en 2003, donc des taux vraiment faibles où l'argent ne vaut plus rien ou quasiment pas grand-chose, ou en tout cas emprunter de l'argent est vraiment aisé. Et il y a un deuxième contexte qui fait le début de notre histoire finalement de la crise, c'est les marchés immobiliers. Le marché est haussier. Tout se passe bien, les prix augmentent, mais d'une façon importante déjà, et puis d'une façon lissée, d'une façon sûre, il n'y a pas de surprise, les prix augmentent, le marché est orienté à la hausse. On a un beau trend haussier pour ceux qui font de l'analyse technique, c'est génial, ça rebondit des deux côtés, et ça ne s'arrête pas, ça monte, ça monte, ça monte tranquillement. À tel point que les pratiques évoluent dans les banques, dans les organismes de prêts hypothécaires. On commence à prêter et on commence à inclure dans les matrices de calcul le fait que le marché augmente. Parce qu'on se rend bien compte que quand on prête 100 000 $ à un client pour acheter une maison, et ou 1 million de dollars, peu importe, et que 2 ans après, il revend cette maison et qu'il a pris
15% de plus-value, putain, on commence à se dire, ok, attends, on va commencer à indexer les choses, on va commencer à changer un peu nos matrices de calcul pour faire en sorte d'ouvrir les vannes, d'endetter plus les gens, parce que de toute façon, le marché est tellement haussier qu'on peut refinancer, etc. Tu sais qu'aux États-Unis, on fait de l'hypothèque rechargeable, donc on empile les prêts. Par exemple, si je te prête 500 000 pour acheter un bien IMO et que l'année d'après il vaut 600 000, tu peux réemprunter les 100 000 de delta sans le vendre. Parce qu'en fait, la banque part du principe, alors c'est pas vrai, il y a quand même une petite pondération, mais schématiquement, la banque part du principe que les 100 000 de plus, là, de plus-value latente, si jamais tu arrêtes de me payer, de toute façon je te saisis le bien, et puis vu que le bien il vaut 600 000, de toute façon je récupère 600 000, donc je peux bien t'endetter à 600 000. Donc vu que je t'avais prêté que 500, je te prête 100 de plus. En vrai, elles mettront un petit delta à 80-90%, mais à l'époque, on est tellement large en fait au niveau, le marché est bien orienté, etc. Tout le monde prête, la Fed, c'est la fête. Donc, chemin faisant, on est de plus en plus souple. Tu sais, on s'en rend pas compte. Au début, c'est exceptionnel. Et puis après, on l'a fait une fois, ça marche, qu'on continue. Et puis, vraiment, à chaque fois qu'on le fait, ça marche, donc continuons. Et puis, au bout d'un moment, ça devient une norme et on a toujours fait comme ça. Et on oublie même comment on faisait avant. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on prête beaucoup et on prête à 110%, comme en France. On ne le fait plus maintenant aux États-Unis, mais à l'époque, on prête la totalité des sommes, il n'y a pas de problème. On est capable de prêter sans apport et on est même capable de prêter à des gens qui n'ont pas une super situation. Tu vois, là actuellement, si tu es investisseur IMO, tu le sais bien, c'est pas facile quand même d'avoir un prêt IMO, il faut quand même montrer vachement pas de blanche à la banque, le banquier il est bien relou et il faut faire des bons dossiers et tout, enfin on vérifie ce que tu fais, tu vois, on ne prête pas comme ça. Même pour une résidence principale, pour peu que les 33% qui me font bien rire soient dépassés ou que ça soit un peu limite au niveau de ta gestion de compte, tu vois, ça peut être un peu compliqué. À l'époque, aux États-Unis, ça va, ça se passe bien, tu vois. C'est-à-dire qu'on endette même les gens qui sont pauvres. Parce que le marché augmente tellement, de toute façon, qu'on s'en fout. S'ils arrêtent de payer, on les saisit et puis on récupère notre argent. Et puis vu que le marché a augmenté, en plus, on récupère plus que ce qu'on leur a prêté, donc on est super content. Donc les banques sont vraiment très au fait de ça. Et les organismes de financement, qui sont des organismes spécialisés de dette hypothécaire, sont vachement conscients de ça, et puis ils le font de plus en plus. Il y a même des gens qui se spécialisent là-dedans, à prêter à des gens qui sont dans des situations compliquées. Et puis, même s'il y a un taux de défaut plus important, c'est pas très grave, puisque de toute façon, tout le monde gagne de l'argent. Et comment fonctionnent justement ces prêts qu'on fait et ces organismes spécialisés, mais pas que d'ailleurs, dans les organismes classiques, même ces prêts-là qu'on fait à des gens qui sont un peu en difficulté, on va dire, qui ont un taux de risque élevé en fait, qui n'ont pas un super profil pour emprunter. Comment ça marche? Tout simplement, on va leur prêter. On ne va pas refuser leur prêt. Par contre, vu qu'ils ont un risque supérieur, on va leur faire payer plus cher. Okay. Comment fonctionnent les prêts là-bas à l'époque? En gros, tu payes, donc tu as un mauvais profil, ok, on va te dire ok, ça va être plus cher. Tu veux y aller? Ouais, tu y vas, ok. Donc pendant 2-3 ans, tu payes un taux d'intérêt qui est fixe. Et puis, après, le prêt est libéré et il va être indexé sur un indice. Okay. C'est un taux variable en fait. Donc il est indexé sur un indice, et donc l'indice star là-bas, les taux de la Fed, et donc il est indexé sur les taux de la Fed la plupart du temps. Ou sur un autre indice, mais de toute façon, tout suit plutôt les taux d'intérêt. Donc en gros, on te dit, t'es pauvre, c'est dommage, tu veux quand même emprunter pour ta maison? Oui, ok. Bon, on te prête, mais ça va coûter vachement plus cher. Au bout de 2-3 ans, ça va être indexé sur les taux d'intérêt. Donc par exemple, taux d'intérêt plus un spread. Donc un spread, c'est quoi? C'est un écart, c'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, les taux d'intérêt, c'est 1% à l'époque, on va dire 1% plus 2%. Donc la partie 2%, elle est fixe, et si les taux de 1% ils bougent, ça augmente. Par exemple, 1% plus 2%, ça fait 3, mais si la Fed augmente ses taux à 2%, 2 et 2, 4. Si la Fed augmente ses taux à 3%, 3 et 2, 5. Ok? Donc en fait, la partie spread, elle ne bouge pas, et la partie indexée, elle bouge suivant les taux directeurs. Donc ce qui fait que, on s'en fout. Puisque dans le contexte... à ce moment-là, en 2002, 2003, l'immobilier augmente. Ça augmente toujours. De toute façon, ceux qui n'arrivent plus à payer, on les saisit. Et puis, les taux sont bas. Donc, allons-y. Donc, on ouvre les vannes. Et on prête. Et des organismes se spécialisent vraiment là-dedans. Sauf que, quand même, au bout d'un moment, tu sais bien ce qui se passe, on est quand même à risque. C'est-à-dire que j'ai quand même un bilan à tenir, je suis une banque, je suis un organisme quand même qui est privé, mais certes qui est quand même un minimum régulé, il faut que je fasse une compta et tout, j'ai des chiffres à tenir. Donc forcément, quand je prête à beaucoup de gens à risque, j'augmente mon risque. Et au bout d'un moment, ma gouvernance, mon directeur, machin, et puis les normes font qu'on me dit, attends là, il y a
trop de risques quand même dans tes clients. Donc tu dois évacuer le risque de crédit. Comment j'évacue le risque de crédit? Eh bien par la titrisation, pardi. Donc ce qu'on fait à cette époque-là, ces organismes-là, c'est qu'ils ont titrisé, et on a vu qu'on pouvait titriser dans l'épisode précédent tout ce qu'on veut en fait. Ben là, ils ont titrisé leurs dettes. C'est-à-dire qu'ils ont émis une sorte d'obligation, plusieurs sortes d'obligations, mais une grande sorte qui s'appelait des CDO, donc qui sont des obligations en fait qui sont adossées à un actif. Peu importe le terme, ils ont fait des produits qu'ils ont vendus pour liquider en fait leur risque. C'est-à-dire que regarde, mets-toi à la place tu as un organisme de prêt hypothécaire à l'époque. Tu as 10 000 clients. Sur tes 10 000 clients, tu en as 2 000 qui sont à risque. Tu en as 8 000 qui sont OK, mais tu les classes en fait. C'est pas aussi simple que ça. On va dire que tu en as 2 000 qui sont top, tu en as 3 000 qui sont moyens, etc. Bref, tu fais un classement. Tout ça te donne un niveau de risque. Ce niveau de risque va être trop important. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, tu as trop prêté, c'est trop important. Il va falloir que tu l'évacues. Pour l'évacuer, tu vas titriser la dette. C'est-à-dire que tu vas dire à des investisseurs, tu vas émettre sur le marché une obligation, un produit spécial, un produit structuré, où tu vas dire, OK, ce produit est un produit de dette. C'est-à-dire que si tu l'achètes, il va te rapporter un taux d'intérêt qui est le taux d'intérêt de la dette. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu me rachetais mes clients. Sauf que tu ne me rachètes pas mes clients, les clients ils restent à moi, je te revends le sous-jacent, je te revends leur dette. Okay, je te vends en tout cas une partie de leur dette, je te titrise leur dette. C'est-à-dire que tu peux acheter une petite partie, une grosse partie, un peu comme tu achèterais des actions. Tu avais une partie d'entreprise, ben là c'est pareil, tu as une partie de dette. Tu as une partie de dette de mes clients. Et cette dette va être notée, va être rankée en fonction de son risque. C'est comme toujours dans les finances, dans l'immobilier, dans tout ce que tu veux d'ailleurs, dans tout ce qui rapporte de l'argent finalement, il y a ce fameux couple risque-rendement. Le couple risque-rendement, on en parle très souvent tous les deux, des fois même je te parle de couple risque-rendement-emmerdement, des fois je te parle de couple temps risque-rendement-emmerdement, bref, je rajoute mes petits trucs à moi, mais en tout cas le couple risque-rendement c'est quelque chose auquel il faut faire attention, c'est un peu la base de l'investissement. Plus je prends de risques, plus ça doit être rentable. Et tout le monde est d'accord avec ça, à tel point que les organismes de notation sont d'accord avec ça, les gens qui émettent la dette sont d'accord avec ça, les gens qui émettent des obligations, des gens qui prêtent de l'argent, tout le monde est d'accord avec ça. En gros, plus je prends de risques, forcément, et plus je dois être payé pour ce risque-là. Et si je prends peu de risques, j'ai peu d'intérêt. Et donc, c'est ce qui va se passer. Je vais émettre, donc je vais titriser ma dette, et je vais la classer. Plus elle va être risquée, et plus elle va rapporter d'intérêt. Moins elle va être risquée, moins elle va rapporter d'intérêt. Quoi qu'il arrive, moi, je vais évacuer mon risque. Pourquoi? Parce que je vais vendre cette dette, je vais la titriser. Toi, tu vas l'acheter. En échange, on va dire, tiens, tu es propriétaire de cette dette-là. Combien elle rapporte? Fais voir. Elle rapporte ce par quoi elle est composée. Et donc, on va regarder par quoi elle est composée. Ok. Donc, c'est un produit qu'on appelle structuré, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce que tu achètes, donc du titre que tu achètes, cette fameuse obligation, il y a plusieurs lignes. Il y a un peu de dette de bonne qualité, il y a un peu de dette moyen, il y a un peu de dette compliquée. Et tout ça fait plusieurs taux d'intérêt différentiels. Et tous ces taux d'intérêt, une fois qu'on fait la moyenne, ça donne un taux d'intérêt global. Et donc, c'est ça que tu achètes. Okay, tu achètes une obligation adossée à de la dette. Tu achètes de la dette. Moi, en tant qu'établissement prêteur, je suis super content parce que j'ai vendu ma dette. Donc, j'ai enlevé mon risque. Moi, j'ai fait le boulot, ok, j'ai pris les clients, je leur ai prêté de l'argent, j'avais une dette et puis je l'ai vendue. Donc, toi, en tant qu'acheteur de la dette, tu portes le risque. Pourquoi? Pardon, je vois que j'ai tapé sur mon micro. En tant qu'acheteur de la dette, tu portes le risque. Pourquoi? Parce que si jamais tout se passe bien, tu vas toucher ton taux d'intérêt. Voilà, on a vu, on a fait une moyenne de tout ce qui est à l'intérieur de mon produit. Et si il y a des gens qui ne payent plus, il y a un nombre de défauts importants, c'est toi qui portes le risque, c'est toi qui ne seras pas payé. Pas de bol. Ok? Donc ça, cette titrisation sert à évacuer en fait le risque de crédit. On vient titriser la dette. Mais c'est quelque chose qui est classique, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup et qui s'est beaucoup pratiqué, qui se pratique d'ailleurs toujours aujourd'hui. On l'a vu avec les Bowie Bonds, on l'a vu avec plein de choses, on peut titriser énormément de sous-jacents. Donc là, on a juste titrisé de la dette, ce qui permet en fait de faire continuer la machine. Et ce qui est plutôt OK en soi. Mais par contre, c'est quand même un facteur de la crise. C'est-à-dire que, si je reprends un peu l'histoire, je suis en train de te dire qu'on prête beaucoup, dans un contexte où les taux sont bas. On prête même à des gens qui sont en galère. Et quand on a vraiment prêté et que sur mon organisme, sur ma banque, il y a un peu trop de risques, je vends ce risque-là à d'autres gens. Tu sens que ça commence à puer? Tu sens qu'il y a un truc qui... Tu vois, tu te dis, ok, ça tient bien, tout le monde fait de l'argent, mais s'il y a un grain de sable qui vient dans l'équation, ça va mal se passer.
En effet. C'est un peu, tu sais, le jeu Jenga, là, la tour, tu sais, tu mets des bouts de bois les uns au-dessus des autres, là. Puis ça, et c'est de plus en plus instable. Bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça peut fonctionner. Le château de cartes, le tas de Jenga, il va tenir tant que l'immobilier augmente et tant que les taux restent bas. Parce que tant que l'immobilier augmente, bah, de toute façon, les gens font de l'argent. Et puis quand bien même ils font pas d'argent, on les saisit et puis c'est nous qui faisons de l'argent en tant que prêteurs. Ou bah, les gens perdent tout, mais de toute façon l'IMO il augmente tellement bah, que nous en tant que prêteurs on risque pas tellement. Et même les gens qui achètent les titres, qui achètent la titrisation de la dette, bah, risquent pas non plus. Bon, il y a peut-être des délais administratifs, etc., le temps de saisir, de vendre et tout, mais les dettes sont payées, tout se passe bien. Et il faut aussi que les taux restent stables, parce que forcément, tant que les taux sont stables, bah, les gens ils arrivent à payer leur emprunt. Je te rappelle que leur emprunt il est adossé au taux. Donc si les taux restent bas, ils ont des mensualités basses. Par contre, si les taux augmentent, leur mensualité augmente. Et c'est exactement ce qui se passe à partir de 2004. À partir de 2004, la Fed, elle dit OK les gars, on s'est bien amusé, on a baissé les taux, on a relancé l'économie, là c'est cool, c'est la fête du slip, tout le monde achète de l'immobilier, tout le monde dépense de l'argent, tout le monde fait de l'argent. Wouh, le rêve américain. Maintenant, c'est fini, enfin c'est pas que c'est fini, mais on va quand même un peu gagner de l'argent, hein, nous aussi. Donc on va augmenter les taux, parce que vous êtes mignons, mais on a tout un tas de normes, nous aussi, comptables à tenir. Donc on va augmenter les taux. Donc petit à petit, la Fed augmente les taux. Elle augmente les taux entre 2004 et 2006, plein de fois. J'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 16 fois, un truc comme ça. Bref, elle n'arrête pas d'augmenter les taux. Genre à chaque annonce de la Fed, augmentation, augmentation. À coup de 0,25, boum, 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 à chaque fois ça augmente. On passe de 1% à 5,5, à 5,25. Ok, donc voilà, de 1% à plus de 5% en 2 ans. Je te rappelle que là, mon petit montage, il tient parce que l'immobilier augmente et que les taux restent bas. Maintenant que les taux augmentent, qu'est-ce qui se passe? Bah, pour l'instant, ça va. Mais les taux augmentent, 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 on arrive à 5%. Je te rappelle que j'ai tout un tas de, de gens à qui j'ai prêté de l'argent qui sont moyens déjà sur leurs appuis, tu vois, au niveau financier. Et là, je te rappelle que leurs prêts sont indexés sur les taux de la Fed. C'est-à-dire que quand ils étaient à 1% de taux plus les 2-3% que prenait la banque, bah là, ça leur faisait du 4, tu vois. Mais une fois qu'on arrive à 5, plus les 2-3%, voire 4% que leur prend la banque, ils sont à quelque chose comme 9-10%. Et là, c'est plus du tout la même chanson quand il faut rembourser tous les mois sa mensualité. Surtout que je te rappelle qu'on avait quand même pris l'habitude et un petit peu des largesses en faisant des prêts. On était parti du fait que ouais, on était super large et que la situation était cool, donc on endettait les gens vraiment à fond. Donc déjà, de base, quand les taux augmentaient pas, si les taux augmentaient pas, ils étaient quand même moyens pour finir le mois. Donc là, une fois que leur prêt triple, bon bah il y a un très gros souci. Donc les gens commencent à faire défaut. On a un taux de défaut en 2007, les premiers défauts qui est juste, bah, qui perce le plafond. On est à 15% de défaut, ce qui est énorme. S'il y a des banquiers qui nous écoutent, voilà. Je ne sais pas combien tu as dans ton agence, mais c'est pas du tout 15% normalement. C'est immense, ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens ne payent plus leurs prêts. Enfin 15% des gens ne payent plus leurs prêts. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, la banque elle fait quoi? Elle saisit le bien et elle le vend. Comme ça, elle se rembourse. Ça marchait bien. Puisque de toute façon, le marché IMO, il fait qu'augmenter. Donc elle avait endetté les gens ne payent plus, tant pis pour eux, je récupère l'argent. Et puis, bah, moi je m'en fous, je repars d'une page blanche. Sauf que il y a tellement de défauts, 15%, que l'effet saisie plus vente aux enchères commence à faire baisser le marché. Les banques saisissent tellement de biens immobiliers et font tellement mettre aux enchères de biens immobiliers qu'elles ont un effet spéculatif, manipulateur sur le marché immobilier lui-même qui commence à baisser. Donc là, tu comprends qu'il y a un premier souci là qui commence à poindre le bout de son nez, qui a pointé le bout de son nez, là ça pue. Là ça pue, puisque là on a endetté plein de gens beaucoup trop. On était parti du principe que les taux resteraient bas et qu'ils ne feraient pas défaut. Bon, les taux augmentent, ils commencent à faire défaut. Bon, on s'en fout parce qu'on était parti du principe que de toute façon le marché, il n'arrêtait pas d'augmenter, donc de toute façon on va se rembourser. Ah merde, le marché baisse. Et là on a un gros souci. Et les prix de l'immobilier commencent à chuter vraiment fortement. C'est-à-dire que 18 mois avant la crise, on se prend moins 20% dans la tronche. Donc forcément, plus les taux augmentent, plus les gens font défaut, plus on les saisit, plus on vend, plus on vend, plus on vend, plus on vend, et plus on fait baisser le marché, le marché immobilier. Et plus le marché immobilier baisse, et ben plus c'est le cercle vicieux.
Et là, ça devient un peu compliqué et on commence à avoir des faillites euh, au niveau carrément des organismes prêteurs. Puisque, bah, au bout d'un moment, ok, tu ne me rembourses pas, je saisis, je me rembourse. Sauf que bah, si j'ai 100 000 clients qui font ça, et qu'en plus le marché se casse la gueule, et que quand je saisis, j'arrive même pas à me rembourser de ce que je t'ai prêté, ah, mon bilan commence à faire la gueule à moi aussi. Ah là, ça va pas là. Et puis, ben, je suis en faillite, et puis tout simplement, je dépose le bilan. Donc on commence à avoir, euh, notamment dans les organismes qui étaient spécialisés justement dans ces emprunts qu'on a après nommés toxiques, euh, bah, des gens qui font faillite. Et on va avoir une transmission de ce début de crise par la titrisation. Pourquoi? Puisque je te rappelle qu'on vend de la dette, cette dette est classée et on a des primes de risque en fait. Okay, et c'est de là que vient le nom subprime d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'au sein d'un produit structuré, on classe différents niveaux de dette, pas du tout risqués jusqu'à très risqués. Donc ça, c'est les niveaux de prime. Et donc une dette prime, ce qu'on appelle une dette prime, c'est une dette top niveau en fait. Donc c'est une dette qui n'est pas du tout risquée. Donc bah, elle craint rien, mais par contre, elle n'est pas rémunérée. Pas trop, pas beaucoup. Et une dette subprime, bah, c'est une dette en dessous de la prime. Et donc elle est bah, beaucoup plus risquée, mais aussi beaucoup mieux rémunérée, forcément. Le risque se paye. C'est de là que vient le mot subprime. Et il y a de plus en plus donc, de créances subprime, donc de créances risquées, qui sont regroupées dans des produits structurés. Et ça se fait de plus en plus. Et juste avant qu'il y ait les premières faillites, et juste avant que ça commence à s'emballer, tu vois, la roue, eh ben, on ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire que, ouais, ok, le marché commence à un peu balbutier, ok, les taux remontent, mais on fait tellement d'argent qu'on continue. Et donc, on a mis de plus en plus de ces dettes, et c'est ça qu'on a appelé les dettes toxiques. C'est pas qu'elles étaient toxiques en elles-mêmes, c'est qu'elles étaient toxiques parce qu'elles étaient trop. Il y en avait trop. Donc on a commencé à en mettre partout, on en a saupoudré un petit peu partout. Hop, 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 un peu de sel, un peu de poivre. Et il y a de plus en plus de produits qui sont des produits structurés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu vois ça binaire en mode je vends de la dette et je sais ce que c'est dedans. Non, on a structuré des produits. On a même fait appel à ce qu'on appelle des rehausseurs de crédit. C'est-à-dire que c'est des entreprises spécialisées qui reprennent des produits et qui les restructurent. Genre, tu m'as déjà structuré une obligation où il y a plusieurs choses à l'intérieur. Moi, je prends un panier de 10 obligations et je restructure un nouveau produit que j'appelle Vivalia 4 et je le revends à mes investisseurs. Okay, donc, en fait, je restructure, je crée un produit purement bancaire. J'adosse derrière ça un taux d'intérêt et terminé. Donc, l'investisseur final, lui, bon, soit c'est un fonds d'investissement, etc., et il est un peu carré et il le sait, ou soit c'est un particulier, voire un fonds qui ne fait pas gaffe et il ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'on a appelé ces dettes-là des dettes toxiques, parce qu'on a mis tellement de produits de mauvaise qualité dans ces produits structurés, tellement de morceaux de subprime à l'intérieur, et puis on a remixé des subprimes avec des subprimes, etc., qui fait qu'on a créé de la junk bond, qu'ils appelaient à l'époque, donc de la dette pourrie. Euh, et les gens s'en sont plus ou moins pas rendus compte, ou en tout cas, les banquiers, ça les arrangeait bien de ne pas s'en rendre compte pour ceux qui s'en rendaient compte. Et puis, de toute façon, on partait du principe qu'on était bien orienté. Donc, vraiment, il y a des gens qui, alors, il y a des gens qui l'ont vu venir, oui. Il y a des gens qui sont vraiment responsables, mais aussi des gens qui, bah, malheureusement, se sont fait, voilà, avoir par un système. Parce que là, je te le raconte et je te l'explique dans l'ordre, mais à l'époque de l'intérieur, ça n'avait pas la même tronche, quoi. On a même retrouvé ces dettes-là dans des endroits où elles n'étaient pas du tout censées être. Et c'est aussi pour ça que là, il y a eu vraiment des gens qui ont été condamnés, etc. On a eu une transmission en fait de la crise, puisque là, on était sur une crise immobilière, finalement sur une crise de la dette, mais locale aux États-Unis. Elle était transmise par la titrisation aux investisseurs, aux banques, etc. Elle a été encore transmise une deuxième fois par les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un fonds d'investissement, c'est quoi son but? C'est d'investir. Donc, fonds d'investissement, ils ont plein d'argent. Hein. Je te parle de fonds de 100, 200, 300 millions, 1 million, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 15 milliards, des fonds énormes. Ces fonds-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste leur métier en fait, c'est leur vie normale d'acheter des trucs. Donc ils achètent un peu d'IMO, ils achètent un peu de titres, ils achètent un peu de bonds, et oui, et ils ont acheté de la dette aussi. Et ils ont acheté ces fameux produits structurés, restructurés, déstructurés. Et ils en ont mis plein, ils en ont mis partout. Et ils ont acheté un maximum de créances, ce qu'on appelait high yield, donc à haut rendement, pour doper leurs fonds. Pourquoi? Parce que ces fonds-là eux-mêmes, comment ils lèvent de l'argent? Comment un fonds qui pèse 15 milliards, il a eu ces 15 milliards? C'est que lui-même, il a émis des parts, lui-même a titrisé. Quand tu achètes un fonds au PCVM, tu donnes de l'argent au gestionnaire du fonds, en échange, il te donne des parts de ce fonds-là,
et puis ton argent va dans la cagnotte, et puis le fonds, lui, achète du sous-jacent, un peu de Total, un peu de machin, un peu de trucs. Qu'est-ce qu'ils ont dit les fonds? Ils ont dit, ok, attends, on va émettre nous aussi des trucs qu'on va vendre à nos investisseurs, on va créer des produits nous aussi, et puis on a des produits là qui sont vachement sécurisés là, les OPCVM, les trucs, les fonds euros et tout là. Viens, on les booste un peu, parce que ça serait quand même plus classe plutôt que de marquer 1%, 2% de rendement, de marquer 4 ou 5%. Viens, on les booste un peu. Comment on fait pour les booster? Bah viens là, il y a un peu de subprime là, il y a un peu de créances risquées là, il y a un peu de high yield. Viens, on en met un peu mais discret. Tu vois, c'est-à-dire on en met mais tranquille quoi. On fait passer ça, les gens ils le voient pas. Et c'est comme ça qu'on a trouvé justement ces junk bonds, parce qu'on a trouvé ces créances pourries, tous ces produits où finalement plus personne ne savait où ils étaient, pourquoi, comment, à part les gens qui les avaient mis là, un petit peu partout, à destination des particuliers, des professionnels, et c'est parti. Et vu que, je te rappelle que de l'autre côté de l'Atlantique, ça commence à tirer la gueule, parce que là je te parle d'une transmission qui s'est faite au monde, hein. C'est-à-dire que tous ces produits-là se retrouvent dans le monde entier, hein. C'est pas resté cantonné aux États-Unis. Par contre, côté États-Unis, revenons aux États-Unis. Je te rappelle que les boîtes ont commencé à faire faillite. Les organismes prêteurs, là, parce que le marché immobilier commence à se casser la gueule, les taux remontent, et le monde commence à regarder du côté des États-Unis en disant, là on est en 2007, hein, on commence à se dire, les gars, vous faites quoi là? Qu'est-ce qui se passe chez vous là? Ça a l'air de puer. Et donc on commence à creuser un peu. Et on commence à se rendre compte de tout ça. Faites voir vos titrisations là. Ça part où ça? Ça part là-bas? Ok. Et vous faites quoi? Ah bah moi je repackage, je revends, j'en rajoute un peu. Ah ouais. Ah ouais. Et ok. Et on se rend compte vraiment qu'il y a eu une surabondance de dettes risquées qui a été surpackagée et survendue aux investisseurs du monde entier et aux banques d'investissement du monde entier. Et là, il y a une vraie crise qui se met en place, mais une crise de confiance. C'est-à-dire que, peut-être que tu t'en rappelles, c'est à ce moment-là, que ça a commencé à sortir à la télé, où il y a eu les premiers balbutiements du mot crise qui est arrivé, et on a dit, voilà, les junk bonds, les emprunts pourris, c'est la première fois qu'on a parlé de subprime, etc., etc. Et du jour au lendemain, il y a eu un mini crack boursier, et tous les fonds sont devenus suspects finalement. Parce que forcément, hein, les journalistes sont rentrés dans le truc, etc. Tu vois, les sensationnels, les breaking news et tout. Et donc d'un seul coup, crise de confiance, baisse brutale des notations par les agences de notation, puisque les agences de notation, elles ont leur responsabilité aussi, hein. Elles notaient bien des dettes qui étaient censées être pas très bien notées, parce que les produits étaient tellement complexes et la dette tellement cachée, tellement enfouie, la dette pas bonne au milieu de la dette moyenne et de la dette bonne, qu'on ne la voyait pas. Et donc, les agences de notation, elles continuaient à bien noter. Elles disaient, ah, cette dette-là, non, elle n'est pas risquée. Elles ne voyaient pas, ou elles ne voulaient pas voir, qu'à l'intérieur de cette dette-là, il y avait un bout qui était risqué. Alors, un bout qui est risqué dans un petit bout de dette qui est titrisé par-ci par-là, c'est rien. Mais si dans toutes les dettes du monde, au fur et à mesure, en tout cas générées par les États-Unis, et puis après repris, etc., partout, on parle en milliards et en centaines de milliards, si c'est le cas à chaque fois, quand ça commence à faire le château de cartes, ça fait le château de cartes. Et il y a encore une retransmission qui se fait, donc on perd la confiance dans les fonds, il y a un mini crack boursier, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a des fonds qui perdent des 10%, des 20%, parce que c'est le scandale qui sort à la télé, etc. Donc forcément, ça n'aide pas non plus l'économie, hein, donc ça accélère encore le phénomène. Côté États-Unis, ça continue les faillites et tout. Mais on n'est pas encore dans la faillite de Lehman Brothers, on n'est pas encore dans la vraie explosion de la crise. Mais ça commence vraiment à puer, tu vois, ça commence vraiment, tu vois, la marmite, elle commence à bien chauffer là. Et il y a encore une nouvelle transmission qui se passe par les banques. C'est que les fameux fonds d'investissement dont je te parle, ceux qui viennent de perdre la confiance des gens, ceux où on vient de se rendre compte, breaking news, qu'ils avaient caché de la dette un peu pourrie, dans de la dette un peu mieux, et même dans des fonds monétaires où ils n'étaient même pas censés avoir ce genre de dette, ces fonds-là, on commence à se rendre compte que, mais à qui appartiennent ces fonds? Ah oui, une sacrée partie de ces fonds appartiennent aux banques elles-mêmes. Et pour ceux qui n'appartiennent pas aux banques, ou même pour les autres, en tout cas, on fait du levier bancaire. Parce que quand un fonds lève 100 millions auprès d'investisseurs privés, elle va voir la banque, elle dit « Coucou, j'ai 100 millions, tu me prêtes un peu plus ?» Et hop, la banque, elle double. « Tiens, 200 millions. » Et donc, ces fonds
eux-mêmes sont refinancés encore une fois par les banques, ce qui fait que on vient appliquer un effet de levier, tu le connais, tu es investisseur, un effet de levier tout simple. Sauf que tu sais que l'effet de levier fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un effet de levier, quand je fais du rendement et que tout va bien, c'est génial. Par contre, un effet de levier, quand je fais des pertes, j'amplifie mes pertes. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est exactement la transmission qui s'est passée à cause des banques. On est venu amplifier les pertes de ces fonds qui commençaient déjà à perdre, ce qui a ajouté à la crise de confiance qui s'est passée, ce qui a encore fait baisser les notes, ce qui a encore fait baisser la confiance, et ce qui a encore, etc., et les faillites, et allons-y. Et là, on a un gros souci, et là, on arrive à des faillites de banques elles-mêmes, puisque on se rend compte que les bilans des banques ne sont plus équilibrés, parce qu'on se rend compte que, attends, ok, cette boîte-là, attends, je te refais la réunion, tu vois. Ok les gars, donc, alors attends, les 5 boîtes là, spécialisées dans les dettes high yield, là, les subprimes, là, tu sais, les emprunts tout pourris là, aux États-Unis, ouais, elles ont toutes fait faillite, ok. Elles avaient titrisé à tel et tel fonds, qui ont repackagé, qui ont utilisé notre effet de levier bancaire et qui nous ont revendu une partie de leurs trucs ainsi qu'à nos clients. Ouais, ok. Par contre, on a un souci parce que ils ont tous fait faillite. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, les parts qu'on détenait dans tous ces fonds-là ne valent plus rien. Donc, ce qui veut dire que, si vous voyez mon tableau ici au mur, notre banque doit 200 millions de dollars à nos clients. Sauf qu'on ne les a pas. Comment on fait? Et donc, faillite. Donc c'est là que Lehman Brothers s'est effondré, c'est là qu'un très certain nombre de banques ont soit fait faillite, soit failli faire faillite, soit été sauvées par les différents gouvernements qui sont carrément rentrés au capital, qui ont procédé à des nationalisations. Donc là ça va quand même loin, c'est-à-dire qu'on dit à la banque, ok les gars, vous devenez public, on vous prend, on va vous donner de l'argent, laissez-nous faire. Pour vous éviter de fermer, parce qu'on sait que si vous fermez, ça va être catastrophique sur l'économie. Pourquoi? Parce que là, les gens vont plus revoir leur argent, etc. Et puis là, on ne parle plus en mode un peu de dette par-ci, par-là, achetée par des investisseurs sophistiqués, des mecs dans des bureaux et dans des fonds d'investissement. Non, non. Là, on parle de clients de banques normales. Donc là, on part en mode guerre civile, etc. Ça part en couille. Donc là, l'État intervient. Il dit non, on ne peut pas laisser les choses tomber. Donc aux États-Unis, ils ont laissé certaines banques tomber, dont Lehman Brothers. Ils l'ont laissé volontairement tomber, ils en ont sauvé d'autres. Mais bref. Donc il y a tout un tas de rachats, on va rebattre les cartes, on va refinancer, on va racheter, on va nationaliser, on va recapitaliser, on va faire des plans de sauvetage, on va faire des plans de sauvegarde. Bref, on va faire ce qu'on peut, mais là le mal est fait. Le mal est fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment des grandes banques qui ont fait faillite, on a des gens qui ont perdu énormément d'argent à tous les niveaux de l'économie, autant des particuliers que des professionnels, et il y a plus de 500 milliards de pertes. Et tu vois, finalement, ce n'est pas la faute du marché immobilier qui a baissé. Puisqu'on le voit, le marché immobilier baisse à cause des ventes aux enchères. Mais ce n'est pas non plus à cause des ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, elles arrivent parce que les gens ne peuvent plus payer. Mais ce n'est pas à cause des gens. Les gens ne peuvent plus payer à cause des taux directeurs. Mais ce n'est pas à cause de la Fed. Parce que la Fed remonte les taux directeurs pour jouer sur l'inflation. Ce n'est pas à cause de l'inflation. Parce que s'il n'y a pas assez d'inflation, l'économie, elle ne tourne pas correctement et on va être en déflation. Et là, c'est pire que tout parce qu'on va connaître un vrai ralentissement, des pertes de pouvoir d'achat, etc. Et ainsi de suite. En fait, la balle peut rebondir partout. D'ailleurs, si c'était très simple de savoir comment faire pour éviter une crise, comment faire pour relancer l'économie, comment faire pour arriver au plein emploi, pour enlever les chômeurs, etc., les gouvernements le feraient. C'est pas pour le plaisir que c'est la galère, qu'il y a des choses qui sont compliquées, pas compliquées, etc. Finalement, dans le jeu de la vie, dans le jeu de la finance, c'est comme toujours. Comme en vrai, comme dans une belle histoire, comme dans un film, comme dans un roman. Il y a toujours les méchants, les gentils, des fois. Puis des fois, il y a ceux qui gagnent, ceux qui perdent. Puis des fois, il y a le petit malin qui s'en sort. Et puis l'autre qui se laisse aller ou qui n'a pas anticipé, ou qui par fainéantise ou par manque d'envie, se retrouve à ramasser les pots cassés à la fin. Donc je pense que vraiment, ce que ça nous apprend, c'est que tout est toujours multifaisceau et toutes les variables en fait se répondent. Et une variable en pousse une autre, mais si je pousse à un endroit, je redescends de l'autre côté, et ainsi de suite. Et pour équilibrer mon équation, c'est extrêmement compliqué, surtout que là, on parle à un niveau mondial. Et on parle à des investisseurs qui sont
tantôt institutionnels, tantôt des gens qui sont en résidence principale, tantôt des banquiers privés, tantôt des fonds d'investissement, et personne n'a les mêmes intérêts finalement. Au départ, tout le monde a les mêmes intérêts, faire de l'argent et puis stabiliser l'économie. Et puis, quand ça commence à partir en live, il y a des gens qui veulent sauver leur peau, il y a des gens qui ne veulent pas être au chômage, il y a des gens qui veulent partir avec leur package, il y a des gens qui ne veulent pas que le scandale éclate, et ainsi de suite. Donc, si je dois donner une morale, même si je suis mal placé pour donner une morale à ce genre d'histoire que je t'ai condensé et vulgarisé aussi vite que je peux pour comprendre tous ces mécanismes, c'est que l'emprunt n'est pas mauvais, la dette n'est pas mauvaise, la création monétaire, c'est pas quelque chose de mauvais, l'économie, c'est pas quelque chose de mauvais, le système capitaliste. Plusieurs personnes ont des façons de le voir, bonnes ou pas bonnes. Je pense pas qu'ils soient mauvais. Je pense que les règles du jeu sont celles-là. Quand tu joues à un jeu, il faut connaître les règles et puis s'y adapter. Et puis, de toute façon, on est obligé de jouer avec les règles. Par contre, celui qui s'en sort, pour moi, c'est toujours celui qui est un petit peu plus malin. Celui qui est un petit peu plus malin, ou en tout cas celui qui est un petit peu plus éduqué, celui qui a compris que le savoir c'était le pouvoir, et qu'aujourd'hui on pouvait vraiment tirer son épingle du jeu assez facilement, assez rapidement. On a vu dans l'épisode d'avant qu'on pouvait faire un calcul très rapide et puis se rendre compte que c'était quand même beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Donc j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu, cet épisode t'a apporté. Si tu en veux un petit peu plus dans cette façon-là, dans ces techniques, sur la finance au sens large, je ne sais même pas comment te dire ça, est-ce qu'on parle de technique, est-ce qu'on parle de culture, est-ce qu'on parle d'histoire, je ne sais pas, mon cher, mais en tout cas, si tu en veux plus, ou si tu veux autre chose, si tu veux plus d'immobilier, plus de business, parle-moi, dis-moi, écris-moi sur Instagram, suis-moi sur Instagram, Yann Darwin, tu peux m'envoyer un commentaire aussi sur iTunes, ça sera super sympa, de mettre 5 étoiles pour faire monter ce podcast et puis pour faire en sorte que plus de gens le découvrent et puis aussi me donner ton feedback, est-ce que j'en fais plus, est-ce que j'en fais pas, est-ce que je m'arrête, parce que c'est quand même du travail de faire ces podcasts, en tout cas ça me prend pas mal de temps, même si je suis vachement freestyle quand je te parle, mais en tout cas ça prend quand même un certain temps. Je te remercie, je te dis à très bientôt, merci de ton soutien, à bientôt la team. Ciao!